Je croyais autrefois que la trahison serait bruyante, faite de cris, de hurlements et de portes qui claquent, mais au lieu de cela, elle a été assez silencieuse pour me couper le souffle alors que ma mère se tenait dans une salle d'audience bondée, pleurant doucement en disant « Nous t'avons donné toutes les opportunités, Camille, et tu as tout gâché », tandis que mon père ne prenait pas ma défense, se contentant de hocher la tête, et que mon frère fixait le vide devant lui, content des jamais. Perte, mon avocate restant calme, trop calme, jusqu'à ce que le juge cesse de lire, lève lentement les yeux et déclare qu'il avait vu mon entreprise mentionnée dans la presse économique la semaine précédente. Avant de vous expliquer comment on en est arrivé là, mettez un pouce bleu, commentez votre ville d'origine et partagez cette histoire si votre famille vous a déjà trahi. Je n'ai pas grandi dans un foyer brisé, c'est la partie qui déroute encore les gens quand je raconte cette histoire, car de l'extérieur, ma famille semblait parfaite, aisée, le genre de famille du 16e arrondissement de Paris que les voisins pointaient du doigt en disant « Ils ont tout compris », mon père dirigeant un prestigieux cabinet de gestion de patrimoine établi depuis des générations, aimant la structure, l'héritage et la prévisibilité, tandis que ma mère aimait les apparences, les dîners mondains parfaits, les sourires de façade et les larmes versées au bon moment. Et puis il y avait Maxime, mon frère aîné, l'héritier, celui que tout le monde s'attendait à voir entrer dans le monde de mon père sans jamais se demander s'il le voulait ou s'il le méritait, alors que moi, j'étais l'autre, pas la rebelle de façon dramatique, je ne criais pas, je ne claquais pas les portes, je ne cadrais simplement pas avec le décor. Pendant que Maxime parlait de portefeuille d'actions et de dîner de réseautage au Polo de Paris, j'étais fasciné par les systèmes, par la façon dont les choses se brisaient, comment on pouvait les protéger, comment fonctionnaient les menaces invisibles, et j'ai essayé une fois d'expliquer mes idées lors d'un déjeuner dominical, griffonnant sur une serviette en tissu pendant que le rôti refroidissait, mon père m'a observé une minute puis a souri comme on sourit à une enfant qui joue à la marchande avec de la fausse monnaie en disant « C'est une phase, ça te passera », ma mère a ri légèrement et a changé de sujet. Ces moments se sont accumulés, des fêtes de Noël où Maxime était félicité pour des projets qu'il n'avait même pas terminés, des conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce, des compliments toujours assortis de conditions comme « tu es intelligente », mais ou « tu es talentueuse », si seulement tu. Alors quand je suis parti pour construire ma propre vie, ce n'était pas dramatique, pas de dispute finale, pas d'ultimatum, juste de la distance. J'ai épousé Julien, j'ai pris son nom, j'ai construit quelque chose calmement, intentionnellement, sans l'annoncer à ceux qui m'avaient prédit l'échec, et ça a marché, pas du jour au lendemain, pas facilement. Il y a eu des années où mon monde entier tenait dans un studio exigu en banlieue et un ordinateur portable en équilibre sur une table pliante, de longues nuits, des événements manqués, du café froid, j'ai appris à survivre grâce à la concentration et à l'entêtement, j'ai appris à avancer. Sans applaudissements. Ce que je n'ai pas fait, c'est en parler à ma famille, je n'ai pas corrigé leurs suppositions, quand Maxime plaisantait en disant que je me cherchais encore, je le laissais dire, quand ma mère demandait trop doucement si je m'en sortais financièrement, je disais que ça allait et je n'en disais pas plus, cela semblait plus sûr ainsi, comme garder une porte fermée dans une maison où l'on sait qu'une tempête arrive. Pendant des années, le silence m'a protégé, je ne réalisais pas qu'il leur donnait aussi du temps pour décider ce qu'ils pensaient que je méritais, et au moment où ils ont remarqué que j'avais construit quelque chose de réel, quelque chose de précieux, ils n'ont pas été impressionnés, ils se sont sentis menacés. Le succès n'est pas arrivé avec un feu d'artifice, il est arrivé discrètement par de petites confirmations que je n'annonçais à personne, un contrat renouvelé sans négociation, un client qui arrêtait de demander s'il et commençait à demander pour quand, de nouveaux visages rejoignant l'équipe, des gens qui me confiaient leur gagne-pain, j'ai appris tôt que moins ma famille en savait, plus ma vie restait calme, alors j'ai gardé mon nom hors des gros titres, j'ai évité de publier quoi que ce soit qui laissait deviner l'ampleur ou la dynamique de mon entreprise. Quand ma mère posait des questions vagues sur ce que je faisais ces temps-ci, je gardais mes réponses tout aussi vagues, technologie, conseil, occupé, rien d'assez impressionnant pour inviter à l'examen minutieux, et pendant un moment, ça a marché, puis Maxime a commencé à appeler, pas directement au début, de petits messages glissés dans les groupes WhatsApp familiaux, des commentaires pendant les vacances du genre « J'ai entendu dire que la tech est volatile en ce moment, ça doit être stressant de ne pas avoir de stabilité », toujours dit avec un sourire, toujours présenté comme de l'inquiétude. Mon père a commencé à poser des questions aussi, pas sur moi, mais sur le risque, sur la responsabilité civile, sur le fait de savoir si les gens comme moi comprenaient les conséquences. J'ai senti le changement avant de le comprendre, l'attention s'aiguisait, ma mère voulait soudainement des nouvelles, elle demandait si j'avais envisagé de revenir plus souvent, de renouer, peut-être même de parler à mon père d'opportunité, et le mot opportunité me restait en travers de la gorge, ce n'était pas une invitation, c'était une évaluation.
Puis il y a eu ce dîner, rien de dramatique ne s'est passé, pas de dispute, juste un commentaire désinvolte de Maxime disant qu'il avait entendu dire que j'avais enfin décroché quelque chose de décent, il l'a dit comme une blague mais ses yeux ne riaient pas, il scrutait mon visage, attendant une confirmation, attendant de mesurer à quel point j'avais grandi sans qu'il ne s'en aperçoive. J'ai changé de sujet, mais ce soir-là, j'ai dit à Julien que quelque chose ne tournait pas rond, il n'a pas discuté, il avait déjà vu ce schéma, pas les détails mais la forme, la façon dont la curiosité se transforme en sentiment de droit quand certaines personnes réalisent que vous pourriez avoir quelque chose qu'elles n'ont pas approuvé que vous gagnez. 2 semaines plus tard, l'enveloppe est arrivée, épaisse, officielle, une lettre recommandée avec mon nom imprimé trop proprement sur le devant, je me souviens être resté debout dans l'entrée, les clés encore à la main, la fixant comme si elle risquait de bouger si je détournais le regard, et quand je l'ai ouverte, les mots ne se sont pas inscrits tout de suite, assignation, liquidation, créancier, montant dû, arrondi, confiant, précis, et le nom de Maxime était là, comme s'il y avait sa place. J'ai lu 2 fois, 3 fois, mes mains ne tremblaient pas, ma poitrine ne se serrait pas, ce que je ressentais était plus froid que la peur, ils ne posaient plus de questions, ils avaient pris une décision et ils allaient me forcer à y répondre devant un tribunal de commerce. Je n'ai pas pleuré quand j'ai fini de lire le dossier, je me suis assise à la table de la cuisine et je l'ai relu plus lentement cette fois, chaque ligne, chaque chiffre, chaque mensonge confiant enveloppé dans un langage juridique, il prétendait que mon entreprise devait à Maxime près de 2 millions d'euros, des paiements sur lesquels j'aurais fait défaut, des factures que j'aurais ignorées, des accords que j'aurais soi-disant signés il y a des années. Le ton n'était ni colérique ni émotionnel, c'était la partie qui m'effrayait le plus, c'était calme, méthodique, écrit pour sembler inévitable, ce n'était pas une menace, c'était un plan d'exécution, alors j'ai appelé mon avocate et je lui ai dit exactement ce qui était devant moi, elle ne m'a pas interrompu, quand j'ai fini, il y a eu une pause sur la ligne juste assez longue pour que je me prépare. Ils essaient de forcer une procédure de faillite, a-t-elle dit finalement, non pas parce que ça tiendra la route, mais parce que ça crée du bruit, des délais, du doute, alors j'ai dit eux donc ils savent que c'est faux, oui, et ils comptent sur le fait que vous réagissiez émotionnellement au lieu de stratégiquement, c'est là que le poids de la chose m'est tombé dessus. Ce n'était pas Maxime agissant seul dans un moment de jalousie, cela demandait de la coordination, du temps, une approbation, quelqu'un avait dû décider que c'était acceptable, quelqu'un avait dû hocher la tête et dire « allez-y », j'ai pensé au silence prudent de ma mère, à la croyance de mon père que la discipline ressemblait toujours à une punition, à la façon dont ils serraient les rangs quand quelque chose menaçait l'histoire qu'ils s'étaient construite sur eux-mêmes, je n'ai pas demandé. S'ils étaient impliqués, je le savais déjà. Les jours suivants se sont brouillés, j'ai sorti des dossiers, des audits, des relevés bancaires, chaque trace propre que j'avais passé des années à maintenir comptait soudainement plus que jamais, mon avocate a tout demandé, paiement, facture, correspondance, sans me presser, elle n'était pas inquiète, cette stabilité est devenue mon encre, cela ne fonctionne que si nous le permettons, a-t-elle dit, la vérité a une façon de survivre à la pression. Je n'ai pas contacté ma famille, ni pour les confronter, ni pour les avertir, le silence n'était plus une protection, c'était une stratégie, s'ils voulaient me dépeindre comme imprudente, je me montrerais contrôlé, s'ils voulaient le chaos, je leur donnerais de la précision. La nuit, quand la maison était calme, la colère essayait de faire surface, pas le genre explosif, le genre qui pose des questions dangereuses, comment ont-ils pu? Pourquoi n'étais-je pas assez, mais je ne l'ai pas laissé prendre le dessus parce que ce n'était plus à propos de leur prouver qu'ils avaient tort, c'était à propos de faire en sorte que leurs mensonges s'effondrent sous leur propre poids, et le tribunal était l'endroit où cet effondrement commencerait. La salle d'audience était plus froide que je ne l'espérais, pas physiquement, mais émotionnellement, le genre de froid qui s'installe dans votre poitrine quand chaque son semble trop fort et chaque mouvement semble épié. Je suis arrivé tôt, pas pour faire une déclaration, juste pour respirer avant que tout n'entre en collision. Mon avocate s'est assise à côté de moi, déjà organisée, déjà prête, des piles nettes de documents, paiements, factures, registres audités, le calme sous forme humaine, elle n'a pas demandé comment je me sentais, elle n'en avait pas besoin, elle connaissait ce genre de silence. Puis ma famille est entrée, ils ne sont pas venus ensemble, ils ne le faisaient jamais quand les choses comptaient, ma mère est entrée la première, vêtue de noir comme si elle assistait à des funérailles, Maxime suivait, confiant, détendu, serrant déjà la main de son avocat, mon père est venu en dernier, la posture droite, les yeux fixés devant lui, refusant de regarder dans ma direction, personne ne m'a salué, ça a fait plus mal que je ne le pensais, non pas parce que je voulais du réconfort, mais parce que ça confirmait quelque chose de définitif, ce n'était pas un malentendu, c'était un alignement. Quand l'audience a commencé, l'avocat de Maxime a parlé le premier, sa voix était lisse, exercée,
il a décrit mon entreprise comme instable, surendettée, mal gérée, il a parlé de dettes et d'obligations, de mon habitude d'évitement, de la nécessité de protéger les créanciers. Et ma mère a commencé à pleurer sur commande, doucement au début, juste assez pour être remarquée, elle tamponnait ses yeux, secouait la tête lentement comme si tout cela lui brisait le cœur, quand elle a parlé, sa voix s'est brisée parfaitement, nous lui avons donné toutes les opportunités, a-t-elle dit, et elle a tout gâché. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma gorge, non pas parce que les mots me surprenaient, mais parce qu'elle les disait comme s'ils étaient un fait sur lequel tout le monde était déjà d'accord. Mon père a hoché la tête à côté d'elle, juste une fois, petit, contrôlé, ce hochement a atterri plus durement que ces mots. Maxime ne me regardait pas, il fixait droit devant, les mains jointes, imaginant déjà comment cela finirait, dans sa version de la réalité, ce tribunal était la preuve finale. Qu'il avait eu raison depuis le début. Mon avocate n'a pas réagi, elle n'a pas objecté, n'a pas interrompu, elle a attendu. Le juge a examiné les documents en silence, page après page, la salle retenait son souffle, je pouvais entendre le doux bourdonnement des lumières au-dessus, le raclement d'une chaise quelque part derrière moi, puis quelque chose a changé, le juge a cessé de tourner les pages, il a enlevé ses lunettes et les a posées soigneusement, trop soigneusement, il s'est légèrement reculé et a levé les yeux, pas vers les avocats, pas vers les papiers, mais vers moi. Le silence s'est étiré, mon pouls martelait dans mes oreilles, j'ai besoin que les avocats approchent de la barre, a-t-il dit. Les deux avocats se sont levés, l'avocat de Maxime marchait avec assurance au début, à mi-chemin, j'ai vu ses épaules se raidir, mon avocate bougeait au même rythme qu'elle le faisait toujours, sans hâte, posée, ils ont parlé à voix basse, je ne pouvais pas entendre les mots mais j'ai vu la couleur quitter le visage de l'avocat de Maxime, sa mâchoire s'est serrée, il a hoché la tête trop vite, quand ils sont retournés à leur siège, le juge n'a pas remis ses lunettes. J'ai une question, a-t-il dit d'une voix stable portant à travers la salle, au sujet de l'entreprise au centre de cette requête. Maxime a enfin levé les yeux, j'ai lu quelque chose sur cette entreprise la semaine dernière, a continué le juge, pas dans un dossier juridique, mais dans une publication économique. Les pleurs de ma mère se sont arrêtés net, les yeux de Maxime ont clignoté vers son avocat. Une entreprise technologique, a dit le juge lentement, en croissance rapide, fournissant des services à un niveau qui a attiré l'attention nationale, il a fait une pause, cela vous semble-t-il familier, monsieur Whitmore ? Maxime s'est levé, votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, la défenderesse exagère son succès, c'est une petite opération, je n'ai pas fini, a dit le juge en le coupant net, la salle semblait différente maintenant, chargée, alerte. Je regarde des états financiers audités, a continué le juge en soulevant une page, il montre une croissance constante des revenus, des réserves significatives, aucune indication d'insolvabilité, il a tourné une autre page. Je regarde aussi des registres de paiement qui ne correspondent pas aux obligations réclamées dans cette pétition, l'avocat de Maxime a bougé sur son siège, et puis il y a ceci, a dit le juge en tenant un autre document, analyse de signature, indépendante. Détaillé, il a regardé directement Maxime, ces signatures ne correspondent pas à l'écriture de la défenderesse. L'air s'est raréfié, mon père s'est penché légèrement en avant comme s'il essayait de mieux entendre, la main de ma mère s'est figée sur ses genoux, mon avocate s'est levée. Votre honneur, a-t-elle dit calmement, nous sommes prêts à guider la cour à travers chaque incohérence, les paiements référencés ici n'existent pas, les factures citées n'ont jamais été émises, le prêt allégué a eu lieu pendant une période où les propres dossiers financiers du plaignant montraient une instabilité, elle a laissé cette phrase faire son effet, de plus, interférer avec une entreprise active par le biais de dépôts frauduleux implique de graves conséquences. Maxime a bondi sur ses pieds, c'est ridicule. Elle déforme les faits pour se protéger, le regard du juge n'a pas bougé, ce qui m'inquiète, a-t-il dit, ce n'est pas sa défense, c'est votre certitude, il a tourné une page, puis une autre, quelqu'un dans cette salle d'audience, a-t-il dit lentement, me ment en face, ma poitrine s'est desserrée, juste une fraction. Le juge a continué, et d'après ce que je vois, ce n'est pas la défenderesse, les yeux de ma mère ont dardé vers mon père, il n'a pas rendu son regard, Maxime a ouvert la bouche puis l'a fermée, je rejette cette pétition, a dit le juge, avec préjudice. Il a fait une pause puis a ajouté, cette affaire sera également transmise au parquet pour un examen plus approfondi. Mon avocate a posé une main légèrement sur la table, pas sur moi, elle n'en avait pas besoin, c'était déjà fini. Des huissiers se sont approchés de Maxime et de son avocat, des mots calmes, des expressions sérieuses, ma famille semblait soudainement plus petite, repliée sur elle-même. Alors que nous nous levions pour partir, ma mère a attrapé mon bras, Camille, a-t-elle chuchoté, la panique s'insinuant dans sa voix. Nous essayons d'aider, j'ai regardé sa main, puis son visage, non, ai-je dit doucement,
vous essayez d'avoir raison, je me suis détourné avant qu'elle ne puisse répondre, derrière moi j'ai entendu mon père dire mon nom, je ne me suis pas arrêté, les portes du tribunal se sont fermées avec un bruit qui semblait définitif, et pour la première fois. Depuis que tout cela avait commencé, je ne me préparais plus à l'impact, je m'en éloignais. Les retombées ne se sont pas produites tout d'un coup, ça ne se passe jamais comme ça, cela a bougé silencieusement, comme le font généralement les conséquences quand il n'y a plus personne pour les protéger. Maxime a arrêté d'appeler en premier, puis son avocat, je n'ai pas entendu les détails directement, seulement ce qui filtrait à travers les conversations dont je ne faisais plus partie, des audits, des questions, des enquêtes, le genre de langage que les gens utilisent quand la certitude les a abandonnés. Mes parents ont essayé une approche différente, un message vocal de ma mère, doux et prudent, expliquant que personne ne voulait que les choses aillent aussi loin, un message de mon père qui ressemblait plus à une déclaration de clôture qu'à des excuses, il parlait de famille, de réputation, de comment les erreurs ne devraient pas définir quelqu'un pour toujours. Je n'ai pas répondu, pas par rancune, mais par lucidité, ce qu'ils avaient fait n'était pas une erreur, c'était un choix, et les choix ne se dissolvent pas simplement parce que le résultat est inconfortable. Le travail a continué, les réunions ont repris, les échéances ont compté à nouveau, mon équipe s'est présentée comme elle l'avait toujours fait, concentrée, stable, me faisant confiance sans demander d'explication, cette confiance m'a ancré plus que n'importe quel verdict ne le pourrait jamais. À la maison, la vie s'est adoucie, les soirées étaient plus calmes, la tension constante avec laquelle j'avais appris à vivre a finalement relâché son emprise, je dormais mieux, je pensais plus clairement, pour la première fois depuis longtemps, mon succès ne ressemblait pas à quelque chose que je devais défendre. Je n'ai pas gagné en les regardant tomber, j'ai gagné en restant immobile pendant que la vérité faisait ce qu'elle fait toujours, elle a tenu bon. J'ai appris quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, la famille ne se définit pas par ceux qui partagent votre nom de famille, elle se définit par ceux qui se tiennent à vos côtés quand la vérité devient inconfortable, certaines personnes ne vous aiment que lorsque vous êtes assez petit pour être contrôlé, quand vous dépassez ce rôle, ils appellent ça de la trahison. Si cette histoire vous a touché, vous n'êtes pas seul, partagez vos pensées dans les commentaires, dites-moi d'où vous nous écoutez, et si vous voulez plus d'histoires de drames familiaux réels comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner.